Bienvenue à tous. Comme chaque année, le mois de mars est dédié au combat pour l'égalité des sexes. Mais comment aller au-delà des célébrations ponctuelles et des déclarations d'intention? Le thème de cette année, l'égalité aujourd'hui pour un développement durable, met l'accent sur l'impact des changements climatiques sur les activités dans lesquelles les femmes sont très présentes, comme l'agriculture. Néanmoins, des sujets liés à la représentativité politique et l'indépendance financière sont plus actuels que jamais, d'autant que la pandémie de Covid-19 a ralenti certaines initiatives dans ce sens ces 2 dernières années. Selon le McKinsey Global Institute, la réduction de l'écart économique entre les hommes et les femmes pourrait augmenter la croissance annuelle du PIB dans le monde de 12 milliards de dollars, soit 11% d'ici 2025. Avec nos invités, nous ferons l'état des lieux sur le combat pour l'égalité dans les domaines politiques et socio-économiques en Afrique. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, vise à attirer l'attention mondiale sur la condition des femmes en matière d'égalité, de préjugés, de stéréotypes et de discrimination. Son objectif est de rendre le monde plus diversifié, équitable et inclusif. Suivant ce reportage de Laurel Bowman de la VOA, le récit est de Jenny Kapumbu-Villa. Nous avons entendu les citations célèbres. Derrière chaque grande femme se cache une autre grande femme. Investir dans une femme, c'est investir dans une communauté. Quand les femmes avancent, le monde bouge avec elles. La Journée internationale de la femme, le 8 mars, invite le monde à se concentrer sur où se trouvent les femmes et où elles doivent aller. Aux États-Unis, la Fondation de la Chambre de commerce a organisé un forum virtuel de 2 jours pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. De réels progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais les femmes et les filles continuent de porter un fardeau profondément disproportionné des défis mondiaux d'aujourd'hui. Les experts ont également noté que les femmes du monde entier ont porté une bonne partie du fardeau de la réponse à la pandémie mondiale de Covid-19 en tant que travailleuses de la santé et soignantes à la maison et sur le lieu de travail. Les services de garde d'enfants, les soins aux personnes âgées et à domicile sont souvent inaccessibles et inabordables, tandis que les travailleurs sociaux s'activent pour prendre soin de leur propre famille, alors même qu'ils prennent soin des autres. Entre-temps, les femmes ont été contraintes de quitter leur emploi pendant la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, plus de 3 millions de femmes ont quitté le marché du travail au cours des 2 dernières années. Selon la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis, la participation des femmes au travail étant inférieure à ce qu'elle était depuis plus de 30 ans. Les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être tuées par des catastrophes naturelles car le taux et la gravité des chocs climatiques augmentent à l'échelle mondiale selon l'USAID. Les défenseurs des droits des femmes aimeraient également voir plus de femmes occuper des postes gouvernementaux et politiques de haut niveau. Nous devons faire en sorte que davantage de filles et de femmes participent à la politique. Même quand nous sommes près de 49% de la population, nous ne sommes pas également représentés aux postes de pouvoir. Les experts louent les progrès que les femmes ont réalisés jusqu'à présent, mais veulent en avoir plus en matière d'équité entre les sexes, de diversité et d'inclusion. Voilà, merci beaucoup Jenny. Et à présent, nos invités pour le débat. À Dakar, via Skype, nous avons Hawaba, elle est directrice de Osiwa Sénégal, du bureau chargé donc du bureau de l'Open Society for West Africa. Toujours via Skype à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Chantal Faïda, coordinatrice de Ouema ASBL, coach en leadership féminin, normalement basée à Goma dans l'Est, mais vous êtes en ce moment à Kinshasa. Et avec moi ici en studio, Nathalie Barge, journaliste. Alors vous présentez l'émission Le Monde au féminin ici, qui passe tous les mardis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre justement avec vous, Nathalie. Comme on l'a vu dans ce reportage, la pandémie de Covid-19 a certes porté un coup dur à beaucoup de secteurs ces 2 dernières années, mais ce sont surtout les femmes, de façon générale, qui semblent léser le plus. Et en termes de leadership féminin, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour vous?
Oui, il y a pas mal de leçons à tirer, mais le portrait n'est pas si sombre que ça en réalité. On a beaucoup parlé effectivement du fait que les violences contre les femmes avaient augmenté, etc. Les femmes avaient perdu des droits, il y a eu un recul à pas mal de niveaux. Mais en politique, il y a eu pas mal de progression en réalité. En 2020-2021, on a des pays qui se sont vraiment distingués des autres, notamment le Togo, avec une première ministre, une femme présidente de Parlement, une femme à la défense. On a le Sénégal qui a atteint quand même 40% de femmes parlementaires. On a une première ministre aussi au Gabon. On a 2 présidentes en Afrique, bon, plus ou moins symboliques, pas vraiment représentatives. Mais voilà, ce sont des situations qui avancent. Et ce qui s'est passé, c'est que, par contre, au niveau électoral, il y a eu des problèmes, mais que n'ont pas seulement rencontré les femmes. Il y a eu des campagnes électorales qui ont été annulées, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'élections annulées. Les campagnes étaient beaucoup plus difficiles. On sait qu'elles le sont déjà pour les femmes énormément. Donc c'était encore beaucoup plus complexe avec toutes ces restrictions, etc. Mais il y a énormément de progression. Sinon, en 2020-2021, enfin je dis énormément pour l'Afrique en particulier au niveau des parlements, encore une fois, il y a une progression qui est assez importante en Afrique. On arrive à peu près en dessous de 20%. La moyenne mondiale n'est pas beaucoup plus haute que cela, c'est 25%, donc il y a quand même pas mal de progrès. D'accord. Alors justement, Awa, j'ai voulu commencer cette discussion sur cette question du leadership politique, puisque la présence des femmes dans les instances de décision est cruciale. Hein. Les gouvernements ont pris beaucoup d'engagements dans ce sens depuis le protocole de Maputo en 2003. Et sur la question de la parité dont Nathalie faisait un peu référence au cas du Sénégal, la parité sur les instances électives, il semble qu'on soit encore assez loin des objectifs. Qu'est-ce qui se passe? Absolument, absolument, Abdourahmane, nous sommes assez loin des objectifs. C'est vrai que, comme l'a dit Nathalie, il y a des progrès qui ont été faits. Mais si on regarde le dernier rapport sur les objectifs de développement durable en matière de genre, l'index genre, il nous faut encore 130 ans pour arriver à cette parité-là. Actuellement, il n'y a que 26 femmes qui sont chefs d'État ou chefs de gouvernement, dont 10 seulement qui dirigent un pays. Si on regarde mon pays, le Sénégal, nous avons une loi sur la parité. Comme l'a dit Nathalie, nous avons les parlementaires femmes qui représentent près de 43% des parlementaires, mais nous venons juste d'avoir des élections locales en janvier. Et ces élections locales-là, ce qu'elles nous ont révélé, c'est que malgré la loi sur la parité, il y a encore des défis dans l'application. Nous avons 557 communes et il n'y avait que 105 femmes tête de liste. Les résultats que nous avons eus, c'est seulement 18 femmes qui ont été élues maires. Nous avons aujourd'hui 18 femmes maires sur 558 communes. Alors que en 2014, les dernières élections locales que nous avions, c'était en 2014, nous avions 15 femmes. Donc, c'est passé de 15 à 18. Si on regarde les présidents de conseils départementaux, nous avons 3 femmes aujourd'hui contre une femme en 2014. Ce que cela montre, c'est qu'il y a des progrès, mais les progrès sont extrêmement lents. Et si on va au niveau même des conseils municipaux, de la représentation des femmes dans les bureaux, les défis sont encore plus énormes là-bas parce que la parité est comme la loi sur la parité, elle est bafouée. Elle est intentionnellement bafouée et nous n'avons pas des politiques, nous n'avons pas des mesures qui permettent de rétablir les femmes dans leurs droits lorsque, par exemple, les bureaux de conseils municipaux ne respectent pas la loi sur la parité. Et nous avons même des communes, des localités dans lesquelles les listes n'ont pas été paritaires. Nous avons une localité, par exemple, au Sénégal, où la liste a été 100% masculine et c'était voulu et c'était décidé et l'État n'a pas été en mesure de faire appliquer la loi sur la parité. Et au niveau mondial, c'est la même chose que l'on voit. Donc, il faut dire que le chemin encore qui a parcouru est long. Et voilà. Tout à fait. On voit que la liste est loin d'être exhaustive, effectivement. Et Chantal, vous êtes très active dans cette campagne pour plus de leadership féminin dans tous les domaines. Alors, pourquoi est-il important
pour vous d'axer votre travail dans une ville comme Goma, une grande ville certes, mais on a souvent tendance à vouloir mettre l'accent sur les capitales où les décisions, les grandes décisions politiques sont prises. Quelle est un peu la différence, par exemple, dans une ville comme Goma, quand même, où vous avez décidé de travailler? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord rendre hommage à toutes les femmes victimes des crises récurrentes que la République démocratique du Congo a vécues pendant près de 2 décennies. Et je dirais qu'au niveau de Goma, pour la province du Nord Kivu, particulièrement touchée par les conflits, et nous référons à la résolution 1325 de l'ONU, de l'an 2000, il y a nécessité pour que les femmes puissent être associées à la table des décisions pour les questions des résolutions des conflits et des stabilités. En République démocratique du Congo, il y a plusieurs mouvements et réseaux des organisations féminines qui assurent un travail de formation et d'information des femmes sur les notions de base de leadership et d'engagement citoyen, et particulièrement le mentorship et les coachings pour renforcer la confiance en soi des femmes. Il y a aussi des plaidoyers pour le respect et la vulgarisation des instruments juridiques. Nous avons également une loi sur la parité adoptée en 2015 et je dirais que la même année, il y a eu un mouvement qui s'est créé, le mouvement Rien sans les femmes, pour demander à ce qu'il y ait plus de contraintes dans la loi électorale pour exiger aux partis politiques de pouvoir aligner des femmes. Et depuis lors, ce mouvement a initié plusieurs pétitions, mais nous n'avons pas encore obtenu gain de cause parce que la loi électorale en République démocratique du Congo, elle est toujours discriminatoire. C'est-à-dire que si les partis politiques n'alignent pas de femmes, les listes sont toujours recevables, alors que nous avons dans notre Constitution un article qui consacre la parité homme-femme dans tous les domaines sociaux de la vie. Il y a également des campagnes permanentes auprès des leaders sociaux qui sont menées pour la refonte des normes sociales rétrogrades qui sont à la base de plusieurs formes de violences basées sur le genre. Je vais citer le faible accès à l'éducation, les mariages précoces et les grossesses précoces, et le faible accès aux opportunités d'emploi et aux ressources financières. Et en dernier lieu, il y a lieu de citer les lobbyings réguliers pour le retour à la paix et la sécurité dans la région trouble du Nord Kivu. D'accord, nous allons revenir sur cette question de l'éducation justement. Mais Nathalie, vous avez rencontré et interviewé beaucoup de femmes leaders du continent. Alors qu'est-ce qu'elles vous disent sur cette question de la représentativité politique? On le voit aussi bien au Sénégal qu'en RDC avec ces deux exemples. La question de la parité est là dans les textes, mais elle n'est pas appliquée à 100%. Absolument. Comme l'a dit Awa, effectivement, la question des listes électorales, les femmes elles-mêmes qui tentent d'être candidates luttent beaucoup pour avoir plus de candidates femmes sur les listes électorales. Le principal obstacle qu'elles rencontrent d'une manière générale, c'est les moyens financiers. Vous savez que pour faire une campagne électorale, il faut beaucoup de moyens financiers. Elles ne les ont pas d'une manière générale. La plupart fonctionnent sur fonds propres. Par exemple, c'est le cas notamment pour Paulette Missambou, qui est une opposante maintenant relativement connue au Gabon, qui fonctionne beaucoup sur fonds propres, entre autres. Yéli Monique Kam aussi au Burkina Faso, qui a été candidate à la présidentielle, qui a vraiment galéré, on peut le dire, pour avoir une petite place. Donc il y a aussi la question du fait qu'elles disent en général que les femmes n'ont pas confiance en elles. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Donc, il faut les booster un petit peu. Elles organisent beaucoup de formations, ces dames leaders en Afrique. Elles sont en réseau, elles s'unissent entre elles et elles essayent justement de relever un petit peu le niveau de leurs compatriotes. Et pourtant, Awa, on voit de plus en plus de femmes diplômées. L'an dernier, au Sénégal, il y avait plus de bachelières que de bacheliers. C'est un signe d'espoir ou bien vous craignez que ces pesanteurs sociales poussent beaucoup d'entre elles à ne pas aller jusqu'au bout de leur rêve? Alors, Abdurrahman, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des progrès à tous les niveaux. Ils sont juste trop lents ou bien pas assez substantiels. Nous avons, si on prend le secteur de l'éducation, d'une manière générale, on a atteint et même peut-être aller au-delà de la parité en matière en termes d'accès.
Nous avons aujourd'hui même peut-être plus de filles qui sont à l'école, ou en tout cas autant de filles que de garçons. Donc l'accès ne pose pas un problème. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit les déperditions scolaires touchent plus les filles que les garçons. Au primaire déjà, au moyen secondaire et à l'université, c'est la même tendance. Et les données sont là, elles sont très valables. Et ça nous fait retomber dans les défis à l'éducation des filles, le maintien des filles à l'école. Et avec la pandémie de la COVID-19, par exemple, nous avons vu que les filles ont été très affectées. Il y a eu beaucoup de filles qui ne sont jamais retournées à l'école. Et c'est dû à plus... Voilà, c'est des problèmes structurels. Les biais genre... Oui, on pourra peut-être revenir sur tout ça. Malheureusement, je suis un peu coincé par le temps. Chantal, on voit que l'Est de la RDC est une région marquée par l'insécurité. Qu'est-ce qui est fait pour essayer de garder le plus de filles possible à l'école et de leur permettre d'aller le plus loin possible dans leurs études? Merci beaucoup. J'aimerais commencer par affirmer que l'éducation est l'arme la plus puissante contre la pauvreté et que les valeurs de paix et du vivre ensemble sont transmises à l'école. La stratégie de rétablir la sécurité sur l'ensemble du pays demeure l'action majeure à faire par les autorités pour que, même en cas de déplacement, qu'il y ait toujours accès à l'école pour les filles et pour les femmes. Hélas, dans plusieurs camps de déplacés, les filles et les garçons n'ont pas accès à l'éducation parce que déjà pour trouver un abri, pour trouver la nourriture, c'est déjà un casse-tête, un défi majeur. Donc pour penser à l'éducation, ça demeure vraiment un rêve pour les jeunes. Et donc nous plaidons en tant qu'organisation de la société civile pour que l'accès à l'éducation soit garanti, même en temps de déplacement. Et en temps de paix, pouvoir garantir la gratuité, parce que depuis 2019 en RDC, on a consacré la gratuité, mais il y a beaucoup de défis qui demeurent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure scolaire pour accueillir tous les enfants congolais. Et donc, il y a certaines écoles qui continuent à marginaliser les filles et les garçons pour accéder parce qu'ils n'ont plus de place, alors que ça demeure une responsabilité gouvernementale. D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore N'Djamena nous dit « Les combats pour l'égalité socio-économique et politique entre les hommes et les femmes en Afrique ont connu une nette amélioration malgré les entraves dans certaines positions. On a assisté à l'élévation des femmes africaines comme présidente, ministre, directrice d'entreprise, responsable artistique et dans le domaine religieux. C'est un signal fort vers la marche pour l'égalité parfaite. » Et puis Yao Marcelin à Abidjan écrit « Il n'est pas rare aujourd'hui de voir en Afrique des femmes accéder à des hautes fonctions politiques. L'autonomie financière est aussi une réalité pour beaucoup et l'inégalité dans l'accès à l'emploi est en net recul. » Voilà donc quelques commentaires. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Au Cameroun, une association d'avocats a initié ce 8 mars un plaidoyer pour vulgariser le principe de droit sur l'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des biens conjugaux.
d'après un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun et se référant à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, l'homme ne peut plus disposer tout seul des biens de la communauté, une disposition rarement appliquée en faveur des femmes au Cameroun. Suivant ce reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap. L'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des droits dans le cadre conjugal a été entérinée au Cameroun il y a seulement 3 ans par un arrêt de la Cour suprême. Une découverte pour ces jeunes femmes mariées ou célibataires. Le plus grand enseignement que j'ai pu capter, en fait, c'est que la loi internationale est au-dessus du Code civil. Et qu'à partir de cette loi internationale, la femme jouit de tous ses droits dans un foyer. Elle est égale du genre à l'homme. Donc, tout droit sur les biens, sur la jouissance, sur l'acquisition d'un bien dans le foyer, la femme a son mot à dire. En tant que femme, je suis vraiment rassurée de cette loi-là qui dit l'homme peut vendre avec l'autorisation de la femme et la femme peut aussi vendre avec l'autorisation de l'homme. Je sens et le soutien de la loi par rapport à la femme dans le foyer. Aminatou n'a pas eu cette chance. Elle s'est séparée de son mari, ayant constaté que ce dernier était le seul à administrer les biens conjugaux. Il a vendu le terrain, c'était pour lancer son commerce. Bon, un terrain qu'on a eu à travailler ensemble, puis à se battre pour acquérir. Il a vendu, il a disposé de l'argent comme il a pu. Bon, je n'ai rien vu. Il ne m'a pas expliqué. Oui. Il ne m'a pas expliqué. Donc j'ai constaté que le terrain a été vendu puisqu'on avait 2. Et pourtant, c'est depuis 1994 que le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons pris la peine d'expliquer aux participants de reléguer les informations. Même dans le cadre de vos familles nucléaires, commencez déjà. C'est toujours un début parce qu'il faut de plus en plus vulgariser. Parce qu'il faut-il le rappeler, les femmes n'ont même pas connaissance de leurs droits véritables. C'est ça le véritable problème. Elles sont méconnaissantes, ignorantes des dits droits. Et du coup, lorsqu'il y a une innovation comme ça, ou bien lorsqu'il y a un rebondissement de la sorte, il faut absolument communiquer là-dessus. Les avocates qui plaident pour l'application de la loi souhaitent voir la fin des situations d'injustice. Jusqu'ici, le mari pouvait administrer seul les biens de la communauté, les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de la femme. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé. Merci beaucoup Emmanuel. Et je rappelle nos invités à Dakar au Sénégal, Hawa Ba, chargée du bureau Sénégal de l'OSIWA. À Kinshasa, Chantal Faïda, coordinatrice de UEMA ASBL, le coach en leadership féminin. Et ici à Washington, ma collègue Nathalie Barge, présentatrice de l'émission Le Monde au féminin. Alors, Hawa, dans ce reportage, on a vu que c'est une question taboue qui a été touchée ici, les biens conjugaux, surtout en cas de divorce ou de décès du conjoint. Peut-on ignorer cet aspect dans le débat sur l'autonomisation financière des femmes? Absolument pas, Abdurrahman, parce que nous savons que parmi les types de violences dont souffrent les femmes, la violence économique occupe une très large place. Et donc, l'accès, la possibilité des femmes de contrôler, d'avoir leur mot à dire, mais surtout d'avoir le pouvoir de décision sur les ressources économiques du couple fait partie des problématiques majeures. Alors, selon, bien entendu, les cultures, les pratiques sont différentes, mais nous savons que la vulnérabilisation de la femme sur le plan économique, y compris l'accès aux ressources, y compris en matière même d'héritage, fait partie des grands défis. Et je pense que le plus grand moyen vraiment de résoudre ou d'atteindre cette autonomisation des femmes, c'est de pouvoir prendre l'accès des femmes au travail, l'accès des femmes aux ressources sociales. Si je prends par exemple le Sénégal, nous avons les bourses familiales et l'État a pris l'engagement que les bourses familiales sont touchées par les femmes.
dans les familles et que, par exemple, une des conditions pour que les bourses familiales puissent continuer à être données aux femmes, c'est le maintien des filles à l'école, la preuve que les enfants vont à l'école. Je pense que si on a des politiques, des pratiques volontaristes comme ça permet de donner des exemples concrets pour les femmes pour accéder aux ressources et l'éducation des filles. Alors Chantal, l'accès à la terre est aussi un problème pour les femmes. Cette quête d'indépendance financière, quelle est l'ampleur de ce phénomène dans le Nord Kivu et comment les autorités essayent-elles d'aider les femmes à posséder des terres en leur nom? En RDC, la problématique elle est très, très prononcée parce que déjà nous avons le Code de la famille révisé en 2016 et à l'article 758, on consacre que l'héritage est garanti à tous les enfants, filles et garçons, sans distinction des sexes. Mais dans la pratique, la plupart des filles n'ont pas accès à l'héritage parce qu'il y a des normes culturelles selon lesquelles la fille, elle ira en mariage et pourra avoir un patrimoine avec son époux et que ce qu'elle a gagné chez elle pourrait être bénéfique pour ses frères. Et donc, dans la pratique, les lois sont ignorées et il y a nécessité de pouvoir lutter contre l'impunité et de pouvoir impliquer la justice dans les règlements des conflits familiaux. Il y a aussi lieu de parler, de montrer l'implication des femmes dans la souveraineté alimentaire et la création des richesses. Parce que les femmes sont gardiennes de la biodiversité, mais leur apport n'est pas reconnu. Dans la plupart des constats que nous faisons sur terrain, le secteur agricole est en majorité dirigé par les femmes, environ 70%. Mais en termes d'opportunités, les femmes ont peu d'accès en termes de gestion des ressources, des revenus provenant des ressources de l'agriculture. Donc, il y a ignorance des lois par les femmes et il y a nécessité pour le pouvoir public de vulgariser nos lois dans les domaines agricoles et même dans les domaines fonciers à toutes les femmes et même en langue nationale parce que nos lois sont toutes en français. Et donc, il y a un défi de renforcer en capacité les femmes. D'accord. Alors Nathalie, selon les Nations Unies, l'Afrique subsaharienne perd chaque année 95 milliards de dollars en raison des disparités entre hommes et femmes. Donc, rien que cet argument économique ne devrait-il pas pousser les gouvernements à faire plus afin de réduire ce gap-là? Oui, absolument. Mais en réalité, je crois qu'ils y travaillent quand même. Ils y travaillent et ça va aller plus vite qu'on ne le pense, je le crois aussi. Mais les chiffres sont parlants et il n'y a que les chiffres qui veulent dire quelque chose pour eux. Donc ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Il faut être assez positif. Il y a la question de l'informel en Afrique. La plupart des femmes, 80% des femmes travaillent dans l'informel. Les gouvernements font beaucoup d'efforts, entre autres, les ONG, pour essayer de transformer cela en secteur formel. Ce n'est pas évident. Mais il y a beaucoup plus d'efforts à faire. Je voudrais être assez positive quand même. Dans les conseils d'administration des entreprises en Afrique, des grandes entreprises, une personne sur 4 est une femme. C'est 25%. Et c'est supérieur à la moyenne en Europe. En Europe, c'est 23%. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Awa à propos des 130 ans pour y parvenir. Moi, je voudrais être beaucoup plus optimiste parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est exponentiel. Ça va accélérer vraiment à une vitesse extraordinaire. En tout cas, le débat va continuer. À notre niveau, au niveau des médias aussi, il faudrait qu'on essaye de garder ces questions des femmes au-delà du mois de mars, n'est-ce pas? Absolument. Je le dis aussi pour Awaba, qui est journaliste de formation. En tout cas, merci à mes invités. Nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci énormément à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.